comparution de l'État du Sénégal le 4 mars prochain devant la Cour de justice de la CEDEAO, un recours contre le parrainage des citoyens introduit par des partis d'opposition et d'organisations de la société civile. Affaire du Cancouron qui avait tué un jeune à Mbour, la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour vient de se déclarer incompétente. L'affaire sera retournée au tribunal de Thiès. Coronavirus et le suivi psychologique des étudiants sénégalais de Wuhan et de leurs parents ici au Sénégal, nous avons fait réagir le responsable de la cellule psychosociale du ministère de la Santé, Dr Aboussi, réagit pour la première fois. Il sera dans ce grand journal. En cette journée mondiale de la radio, nous irons à Tambacounda, au cœur des programmes des radios communautaires. La diversité culturelle bien prise en compte pour capter l'audimat. Pape Besdiba pour les actualités internationales. Bonjour Binta Diallo. Coronavirus, il y a un risque de récession pour les États africains. Un avertissement du commissaire des affaires économiques de l'UA quant aux conséquences de cette épidémie. Le Fonds monétaire international suspend son programme avec la Guinée-Conakry. La mesure est entrée en vigueur ce 9 février. Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame à son tour un cessez-le-feu durable en Libye. L'ONU confirme ainsi les conclusions du sommet de Berlin du 19 janvier dernier. Ce sera le développement à partir de 12h15. Les sports, cher Tidiane Diagne. Le ministre des Sports apporte son soutien au centre Dakar Sacré-Cœur en visite ce matin dans le dit complexe sportif. Matarba se dit solidaire suite à l'histoire des pédophilie qui a éclaboussé Dakar Sacré-Cœur. Dans ce journal aussi, nous allons nous intéresser au basket avec le début du championnat national. Pendant plusieurs mois, les équipes vont rivaliser d'ardeur pour détrôner AS Douanes et AS Ville de Dakar. Là-dessus, vous entendrez le commentaire ou alors l'avis du reporter sportif Morba Signan dans ce journal. Et vous reviendrez à partir de 12h25. Code de la presse, retard dans les décrets d'application. On en parle, ce sera d'un point de vue à partir de 12h35. À la technique de ce grand journal à l'UNBA et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. L'État du Sénégal va comparaître devant la Cour de justice de la CEDEAO le 4 mars prochain. Cela fait suite à un recours contre la loi sur le parrainage des citoyens lors de la dernière élection présidentielle. Ce recours est déposé par une quarantaine de partis de l'opposition et des organisations de la société civile. Le président réélu Macky Sall pourrait perdre son mandat si la Cour de justice de la CEDEAO donne une suite favorable à cette requête. Écoutons le président de l'USL, l'Union sociale et libérale, Maître Abdoulaye Tine, est interrogé par El Hadji Ndiogou Diène. Ce qu'on a demandé à la Cour, c'est très simple, c'est de constater que la loi du parrainage était une loi d'éviction qui violait les droits civils et politiques des Sénégalais et des formations politiques sénégalaises qui étaient en lice pour l'élection présidentielle de 2019 et qu'il fallait effectivement constater que c'était une loi imprécise qui ne répondait pas aux garanties de sécurité juridique et partant de prévisibilité. Et en tant que tel, il faut que la Cour constate l'illégalité de cette loi. La conséquence, c'est qu'une fois que la Cour aura constaté cette illégalité, dans l'option où la Cour venait à nous donner raison, il va de soi que nous allons y tirer toutes les conséquences de droit en saisissant à nouveau le Conseil constitutionnel sénégalais pour lui demander de réouvrir le dossier de prestation de serment de Macky Sall, puisqu'il y aura une décision supranationale qui s'impose au Sénégal. Pensez-vous réellement qu'un tel scénario peut se produire, l'annulation de l'élection présidentielle? Est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver? Non, c'est pas un rêve. Il y a 2 semaines, une élection présidentielle a été annulée au Malawi, après quelques mois, parce que c'est une question de pure logique juridique et intellectuelle. Ça veut dire que le président, puisqu'il n'est pas dûment élu, on ne va pas le laisser prendre des actes qui sont nuls et de nul effet. La conséquence, c'est l'organisation d'élections anticipées. L'avis du constitutionnaliste Ngouda Mboup sur le débat relatif à un statut spécial pour Dakar et la possibilité pour le gouvernement de nommer le maire de la capitale. Selon lui, c'est la décentralisation qui en prendrait un sacré coup. Ngouda Mboup parle même de recul de la démocratie et de l'état de droit. Il est au téléphone avec Georges Déthié Diop. Dakar a déjà un statut spécial parce que c'est la seule collectivité territoriale inscrite dans la Constitution du Sénégal. En plus de cela, Dakar est la capitale du Sénégal. Rien que ces 2 éléments donc, lui donnent déjà un statut spécial.
Alors parler d'un statut spécial pour une collectivité territoriale au Sénégal me semble un peu complexe dans la mesure où le régime applicable aux collectivités territoriales au Sénégal est unifié depuis 1996. Cela dit, avec la suppression de la tutelle et l'instauration d'un contrôle de légalité a posteriori, les collectivités territoriales sont considérées comme majeures. Mais à cet effet, il serait donc très compliqué de venir doter d'une collectivité territoriale un statut spécial dans lequel le pouvoir central aurait une mainmise. Cela signifierait tout simplement qu'en réalité, la décentralisation avec ses grands principes risquerait tout simplement d'en pâtir. Et cela dit, en termes de démocratie et d'état de droit, ça risque d'être quand même donc un recul dans la mesure où il n'existe pas de tutelle sans texte ni de tutelle au-delà des textes. Et en plus de cela, la ville de Dakar quand même se verrait ôter ou bien enlever ce qui est le cœur de la démocratie locale, c'est tout simplement la liberté de suffrage et in fine l'atteinte à la libre administration d'une collectivité territoriale. À Fatick, 7 jeunes interpellés par la police hier soir lors d'échauffourées et manifestaient encore leur colère après l'enterrement du jeune conducteur de Jakarta, Mamadou Lamine Koïta. Il refute le certificat de genre de mort qui fait état d'une mort naturelle. La chambre criminelle de Mbour vient de se déclarer incompétente pour juger l'affaire du Kankourang présumé meurtrier. À Mbour, Abdourahmane Diallo est en direct au tribunal. Bonjour Abdourahmane. Bonjour Binta. Quel motif a avancé donc le tribunal de Mbour pour se déclarer incompétent dans ce dossier? Je vais d'abord rappeler les faits qui se sont déroulés le 10 septembre 2017. Un Kankourang avait tabassé et tué un jeune du nom de Mamadou Top Chomban. 5 jours après, Habib Boub, le guide du Kankourang, et Mamadou Keita dit Pape Konaté, responsables de la collectivité Mandeng au quartier Santossou, ont été arrêtés et déférés à la prison de Thiès. Ils avaient même obtenu une liberté provisoire au mois de janvier 2018. Donc, ils sont accusés d'association de malfaiteurs, de meurtre et de non-dénonciation de meurtre. Il faut souligner que le Kankourang n'est toujours pas identifié dans ce dossier, celui qu'on appelle X. Après avoir écouté le PV de l'enquête, les avocats de la défense ont soulevé une exception, Maître Abdou Dialikan et Maître Bamba Sissé. Là, je vous donne les causes qui ont poussé le tribunal de se prononcer incompétent dans ce dossier. Estime que le tribunal de grande instance de Mbour est incompétent dans ce dossier. L'explication est simple, car l'ordonnance de renvoi est faite par le juge d'instruction de Thiès. Donc, en résumé, l'instruction a été faite à Thiès. Donc, c'était au tribunal de grande instance de Thiès de juger cette affaire du Kankourang. D'ailleurs, le procureur était en phase avec la défense dans cette affaire. Le juge a accepté la requête de la défense. La saisine est irrégulière, donc cette affaire peut-être sera jugée à Thiès, même si les avocats de la défense pensent qu'aussi Thiès est incompétent dans ce dossier. Merci beaucoup Abdourahmane Diallo. 12 mineurs arrêtés lors des manifestations entre forces de l'ordre et habitants à Saint-Louis. La famille de Amadouba, seul élève, est dans le désarroi total. Cette famille modeste explique que son enfant déprime et a fondu depuis son placement sous mandat de dépôt. La famille lui a apporté ses cahiers pour atténuer sa peine sans aucune nouvelle. Un appel est lancé, Nabisila. Les nouvelles de Amadouba, seul élève des 12 mineurs arrêtés lors de la manifestation des pêcheurs de Guet-Ndar, sont données par sa tante Djaïnaba Sadioba. On lui amène juste son déjeuner, je ne sais pas s'il le mange bien ou il mange peu. En tout cas, il a un peu fondu. Mais là, il pleurait tout le temps. Il ne faisait que pleurer. Le séjour carcéral de leur enfant a mis toute la famille dans le désarroi ici au quartier de Sénéfobougou à Ndiolofène. Le séjour de leur enfant de 14 ans en prison a mis cette famille modeste dans le désarroi. Une famille qui reste d'ailleurs sans nouvelles malgré les démarches entamées. On fait les démarches. On a saisi les avocats comme Maître Abatali Vieille. On a aussi saisi les gens de l'AMO. Mais on n'a toujours aucune suite des événements. Nous ne savons rien de ce qui se passe. Venu de Dakar, se désole de cette situation et attend de voir son fils dans les heures qui suivent. Non, situation maintenant parce que toog Dakar ñu ma sa dom dañ ko japp. Ça m'a fait mal. Actuellement man dama taxaw pour seeti ko. Et Dieynaba Ba de revenir sur les circonstances de son arrestation. Amadouba était sorti ici pour accompagner sa grande sœur qui habite au nord. En retournant,
C'est là qu'il a été interpellé par les policiers. Il devait faire sa composition le jeudi passé. Fortement secouée par l'arrestation de leur enfant, la famille Ba vit un véritable drame avec des multiples va-et-vient entre la prison et le domicile pour porter les repas depuis une semaine. Un appel est fait aux autorités pour sauver cet enfant de 14 ans. En tant que parent, je demande aux autorités d'avoir pitié de nous. Il vit actuellement quelque chose qu'il n'a jamais vécu. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, fréquence de modulation 94.0. La radio en puissance. RFM Midi. RFM Midi. Binta Diallo. 12h11. N'eût été un suivi psychologique. Les étudiants sénégalais de Wuhan, épicentre du coronavirus, seraient aujourd'hui traumatisés. Ils bénéficient depuis lors de séances psychiatriques ou psychosociales par téléphone, de même que leurs parents ici au Sénégal. Un suivi qui a bien porté ses fruits selon le responsable de la cellule psychosociale du ministère de la Santé. Les propos de Dr Aboussi qui parle pour la première fois sont rassurants. Voyons tout cela avec Awambaye. Au fur et à mesure que le temps passe, les étudiants sénégalais à Wuhan s'adaptent à leur situation et du point de vue psychologique, ils tiennent le coup selon le docteur Aboussi, psychiatre, responsable de la cellule psychosociale du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour l'instant, les étudiants avec qui je suis arrivé à entrer en contact sont dans un état psychologique satisfaisant. Après des entretiens que nous avons eus, nous pensons que leur état psychologique est assez stable. Il y a pas mal d'entre eux qui commencent à réaliser que cette situation d'isolement, c'est déjà pour leur propre bien. Et dès l'instant qu'ils s'approprient cela permet de mieux vivre cette situation d'isolement. Anxieux depuis l'annonce de l'épidémie de coronavirus à Wuhan en Chine où se trouve leur fils, les parents des étudiants sénégalais gèrent la situation de mieux en mieux d'après le psychiatre qui échange avec eux de façon régulière. Vous me permettrez d'abord de saluer le courage des étudiants qui sont à Wuhan, mais aussi le courage des parents. C'est une situation qui est difficile pour eux. C'est pourquoi d'ailleurs nous proposons de les accompagner. Mais c'est une situation qui est difficile. On ne peut pas dire autre chose. Donc, pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est leur offrir notre aide pour les accompagner, pour les soutenir et essayer de voir comment faire de sorte à ce qu'ils puissent traverser cet épisode. Dr Aboussi est à la tête d'une équipe composée de psychiatres, de psychologues et d'assistants sociaux désignés par le ministère de la Santé qui gère tous les aspects de l'épidémie coronavirus, dont le soutien psychologique aux compatriotes qui en ont besoin. Parmi eux, les étudiants sénégalais en Chine et leurs parents au Sénégal. C'est une assurance du conseiller du président de la République chargé de l'enfance. Le gouvernement travaille sur le code de l'enfant pour mettre fin aux abus sexuels et la maltraitance des enfants dont les enfants sont victimes. Bassirou Kébé souligne que le texte est dans le circuit. Cependant, il n'avance pas de date pour l'adoption de ce code de l'enfant. Bassirou Kébé était l'invité de RFM Matin. Et aujourd'hui, le code de l'enfant se trouve au niveau du secrétaire général du gouvernement qui doit en principe transmettre ce code en conseil des ministres pour son adoption. Et après l'adoption de ce code, il sera transmis par le gouvernement à l'Assemblée nationale pour le vote. À quand le vote de ce code-là par l'Assemblée nationale? Ce code-là doit faire le maximum d'unanimité possible. Et vous savez, à chaque fois qu'on essaie de voir un peu le code dans son contenu, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut améliorer. Et parce que c'est un code qui ne sera pas un code pour une année, etc. Mais ce sera pour une durée quand même assez longue, pour résoudre effectivement les difficultés que vivent les enfants à travers la loi. Ce qui veut dire que à chaque fois que les gens discutent, on se rend compte qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas pris en compte. Mais je prends l'exemple de la protection des enfants en ligne, qui n'était pas dans le code. Et aujourd'hui, certains acteurs ont demandé à ce que cette question-là figure dans le code de l'enfant. Donc, ce qui veut dire que, pour vous dire exactement que quand est-ce que ce code sera soumis au niveau du gouvernement, je suis très mal placé pour le savoir. Parce que nous, on a l'œil du technicien. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, le président de la République, a demandé en Conseil des ministres qu'on aille vite pour l'adoption de ce code de l'enfant.
Recrudescence des cas de viol, harcèlement sexuel et grossesse précoce. L'idée de l'introduction de l'éducation sexuelle dans les écoles agitées. Experts, parents d'élèves et autorités, tous à la recherche de solutions pour combattre ces fléaux. Dossier du jour, Koumba Sandiane Faye. Grossesse précoce, comme par exemple les viols, des individus déséquilibrés qu'on voit au niveau de la société, on aurait dû éviter ce genre de choses-là. Grossesse et viol, harcèlement sexuel, la recrudescence de ces fléaux dont sont victimes les enfants, notamment les élèves, devient une psychose. Pour faire face, Amidouba propose l'introduction de l'éducation sexuelle dans les écoles. Il est sociologue. Nous ne sommes pas en phase avec ce que l'on appelle l'éducation sexuelle. Moi, personnellement, je préconise l'éducation sexuelle. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons l'éducation sexuelle dans nos écoles, dans nos familles... Une idée émise qui ne laisse pas indifférent l'association des parents d'élèves. Bakary Bayan la trouve comme l'une des solutions face à ces fléaux qui, selon les parents d'élèves, ne peuvent plus perdurer. Ça peut être une solution, ça peut être un moyen d'arrêter vraiment ce qui est en train de se passer. Les parents parlent dans famille. Vraiment, c'est inquiétant. Et le ministère de l'Éducation nationale, dans tout cela, laquelle autorité qui sa position compte le plus? Selon le directeur de la communication et de la formation, le Sénégal n'en est pas à ce stade. L'éducation sexuelle reste l'affaire des parents. Mohamed Moustapha Diagne. Dans nos curricula, il n'a pas été question et il n'est pas question d'introduire l'éducation sexuelle. Ce n'est pas l'objectif de l'école sénégalaise. L'éducation sexuelle se fait à la maison, par les parents, par les tantes, par les sœurs. L'école sénégalaise ne s'inscrit pas dans cette voie-là. Et la raison, c'est parce que le sujet demeure encore tabou, précise l'autorité. Pas si facile pour le moment, ça reste une question tabou, puisque c'est une question à la fois sensible et dangereuse. Tabou ou pas, Bakary Badian de l'association des parents d'élèves en fait cette lecture. Évidemment, on se demande est-ce que ce n'est pas un sujet tabou. Non, je dis il faut vraiment trouver une solution. Des enfants, parmi eux des élèves violés, harcelés sexuellement ou même engrossés. La responsabilité de toute une société engagée. Celle-ci à la recherche de solutions. Et l'introduction de l'éducation sexuelle peut amoindrir les dégâts de la vie de certains. L'autoroute à péage, nous en reparlons, c'est parce que ces tarifs sont jugés toujours excessifs par les usagers. Eh bien, l'État, selon nos informations, l'État est dans les dispositions de renégocier le contrat. Ce ne serait plus qu'une question de temps, Mohamed Ali Mouba. Malgré la fin du non-recevoir que Eiffage avait opposé à l'État lorsque l'idée a été agitée, notre pays va renégocier le contrat de l'autoroute à péage. Objectif, baisser les prix des tarifs de passage et faire rentrer plus de recettes dans les caisses du trésor public. Jusque-là, Eiffage n'a mis que 6%, mais gagne 97% des bénéfices. La société civile composée du Forum civil ou encore du collectif des usagers de l'autoroute à péage a toujours dénoncé le contrat jugé léonin et contraire aux intérêts de notre pays. Eiffage avait concédé une petite baisse de 1000 francs, mais apparemment l'État veut plus. Dans une lettre envoyée à son homologue français, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement du Sénégal, Maître Marioum, en a fait cas. Il juge la demande de l'État légitime, fustigeant au passage la déclaration de Eiffage qui avait évoqué l'absence de clause de renégociation. L'État fait fi donc des pressions décidées apparemment à revoir le contrat, quoi qu'il en coûte. Les prix au kilogramme de l'oignon local ont été fixés. Les producteurs dans la zone de Potou et l'ARM sont tombés d'accord sur les prix entre 250 francs CFA et 325. Abraham Paul Pouille, explication. 250 francs pour le Nganbay, 325 pour Sonsa. C'est après des heures de discussion entre les producteurs de la zone de Potou et l'Agence de régulation des marchés ARM que le consensus est trouvé sur les prix de la campagne de l'oignon local de cette année. L'année dernière, il n'y avait pas la séparation des prix, mais cette année, c'est fait. L'oignon Gagnebay est fixé à 250, l'oignon rouge d'Aposta 325. Nous nous réjouissons des efforts. Les producteurs sont contents. Ainsi, la hache de guerre est enterrée entre l'interprofession de la filière oignon de la zone de Potou et
ARM, après les différends enregistrés l'année dernière, Mamadou Badjamiodi est le président de l'interprofession. L'année dernière, nous avions juste demandé le prolongement de la campagne pour une semaine, mais l'agence de régulation des marchés avait refusé. Elle avait peur, je pense, concernant les prix. Mais maintenant, c'est derrière nous. Nous nous focalisons pour la campagne de cette année. ARM compte ainsi accompagner les producteurs pour un bon déroulement de la campagne. Amadou Abdoulsi est le directeur de l'agence de régulation des marchés. En ce qui nous concerne, nous allons sortir l'arrêté sur le lait de véhicule et l'arrêté aussi sur les prix conseillés. Pour cette année, les producteurs prévoient de mettre 90 000 tonnes dans le marché. Abraham Paul Pouipotou, Radio Futur Média. Les radios communautaires à Tambacounda, en cette journée mondiale de la radio, les réalités socio-culturelles bien prises en compte dans les différents programmes radio pour s'attirer plus d'auditeurs. Moussa Oumar Gueye. Le renforcement des effectifs, la dotation d'équipements modernes et des véhicules de liaison et d'intervention, ce sont là des propositions de Ibrahim Touré, major de la gendarmerie à la retraite, qui a servi pendant presque 3 décennies dans la zone Est. Il ne s'agit pas du bon élément. Nous y reviendrons 15 ans aujourd'hui que disparaissait El Hadj Ndiagambaye, parolier et virtuose de la musique sénégalaise. Sa famille biologique lui rend hommage aujourd'hui à Tivaouane. La page internationale, c'est avec Pabès Diba. Bonjour Pabès. Bonjour Binta. Coronavirus, il y a un risque de récession pour les États africains. Un avertissement du commissaire des affaires économiques de l'UA quant aux conséquences de cette épidémie. Le commissaire des affaires économiques de l'Union africaine avertit les États africains sur les conséquences du coronavirus en Chine. Victor Harrison estime que l'épidémie risque de faire une récession sur l'économie du continent. Le voici au micro de Amadou Sabarba. Nous avons au niveau mondial le coronavirus. Le coronavirus qui, jusqu'à maintenant, n'atteint pas encore notre continent, mais il faudrait que nous fassions attention. Je voudrais attirer votre attention sur les conséquences économiques de ce coronavirus. Actuellement, l'OPEP est en train, sinon il a fini de se réunir, pour décider du niveau de production du pétrole, parce que la demande mondiale risque de diminuer. Et les conséquences par rapport aux économies africaines, vu la place de la Chine par rapport à nos échanges commerciaux, et donc on aura, et là j'attire donc les intérêts des gouverneurs, des banques centrales pour les rôles que vous jouez, que vous aurez encore à jouer sur l'économie, parce qu'il risque d'y avoir une récession économique au niveau international. Si à peine les économies africaines sont en train de reprendre après la décennie de croissance, ce phénomène-là risque de nous affecter. Le commissaire des affaires économiques de l'UA s'exprimait en marge de la première réunion du bureau de l'Association des banques centrales africaines, une rencontre qui se tient dans les locaux du siège de la BCEAO à Dakar. Et nous parlons à présent, Pabès, le Fonds monétaire international suspend son programme avec la Guinée. La mesure est entrée en vigueur ce 9 février selon Financial Africa, une décision suffisamment exceptionnelle car aucun des pays de la région Afrique subsaharienne en phase préélectorale n'a subi un tel traitement. Koumba Sandiane Faye. Dans un rapport rendu public ce mercredi à Washington, le FMI tire la sonnette d'alarme sur la situation financière de la Guinée en pleine dépense référendaire et électorale et se montre dans la foulée alarmé par l'allure à laquelle vont les choses, dans un langage diplomatique qui cache à peine l'ampleur que pourrait connaître la crise financière. Dans la phase post-électorale, lors de sa dernière mission en Guinée, en réponse à une demande de la BCRG, le FMI a effectué un audit du 12 au 24 juin 2019 et sur la base de cette mission, il a été convenu avec les autorités guinéennes que la revue de la stabilité du secteur financier couvrirait les sujets suivants: surveillance de la stabilité financière, la liquidité systémique, les systèmes de paiement, la supervision bancaire, la gestion des crises, la résolution des problèmes bancaires et les filets de sécurité, les indicateurs de solidité financière
judiciaire indiquent une vulnérabilité croissante. Mais en dépit de tout cela, le FMI a décidé de suspendre son programme en Guinée. Une mesure rare qui est en relation avec les dépenses engagées par le gouvernement pour le référendum et les législatives prévues le 1er mars prochain. Koumba Sandiane Faye, Libye, le Conseil de sécurité réclame à son tour un cessez-le-feu durable. 14 pays ont voté en faveur de la résolution. Les diplomates onusiens confirment ainsi les conclusions du sommet de Berlin du 19 janvier dernier où de nombreux dirigeants avaient affiché leur unité. La résolution demande aussi au secrétaire général de l'ONU de proposer des moyens de contrôle du cessez-le-feu et exige des États membres de s'abstenir de toute interférence. Merci beaucoup, Pabès. Et vous aurez la parole tout à l'heure sur le code de la presse, le retard dans les décrets d'application. On en parlera avec Bamba Kassé. Il est le secrétaire général du SYNPICS et Ousseynou Dieng, directeur de la communication. Bienvenue, cher Tidiane. Merci à vous, Binta Diallo. Bonjour à tous. Dakar Sacré-Cœur obtient le soutien du ministre des Sports. Le ministre des Sports, Matar Ba, est parti aujourd'hui rendre visite au centre Dakar Sacré-Cœur. Ce matin, dans le dit établissement sportif, Matar Ba se dit solidaire suite à l'histoire des pédophilies qui a éclaboussé Dakar Sacré-Cœur. Sur les cams. Après une réunion d'environ 1 heure sur la question de pédophilie qui secoue Dakar Sacré-Cœur, le président du club déclare qu'il reste dans sa logique. Autrement dit, aider la justice à faire la lumière sur cette affaire. Mathieu Chupin. Au jour d'aujourd'hui, la préoccupation du club, de l'ensemble du personnel du club, c'est l'accompagnement des victimes présumées. Et donc aujourd'hui, le dossier est entre les mains de la justice et nous allons collaborer bien entendu avec la justice. En tant que ministre des Sports, Matar Ba condamne ce qui s'est passé au Dakar Sacré-Cœur et demande aux responsables des centres de formation d'être beaucoup plus regardants. Ce que cet employé a fait, qui porte un coup dur aux jeunes qui sont concernés, mais aux familles. C'est l'occasion de montrer toute notre solidarité à ces familles. Tous ceux qui sont dans les centres de formation, ou bien même dans les clubs, que ce soit football, que ce soit les autres disciplines. Il faudra commencer à porter beaucoup d'attention, à être beaucoup plus regardant pour que l'encadrement de ces jeunes-là ne vire pas dans ce qu'on est en train de vivre ici. Le ministre, pour prendre les devants et éviter que cela ne se reproduise, promet de faire un tour sur l'ensemble des centres de formation. Nous ferons le tour de tous les centres pour porter la bonne parole et donner des instructions pour que des enquêtes fournies soient effectuées et qu'une attention particulière soit accordée au recrutement des encadreurs de ces jeunes-là qui ont besoin de sécurité. Le ministre s'est déplacé à Dakar Sacré-Cœur en compagnie du représentant de la Fédération sénégalaise de football, Saersec, vice-président et président de Djambar, qui aussi condamne avec fermeté ce fait. La Djambar Sodacham football en Europe. Oui, nous parlons de la Coupe de France qui est à l'étape des quarts de finale ce jeudi. À 20h, Épinal, club de National 2, accueille Saint-Etienne en demi-finale déjà qualifiée. Rennes, Paris Saint-Germain et Lyon en Italie, c'est les demi-finales allées de la Coupe nationale. Ce soir, 19h45, Milan AC accueille la Juventus de Turin. Hier, Napoli a battu l'Inter de Milan. Par ailleurs, club classé premier du calcio italien. Napoli l'a éliminé sur le score d'1-0. Basketball début ce week-end du championnat. Oui, pendant plusieurs mois, les équipes vont rivaliser d'ailleurs pour détrôner AS Douane et AS Ville de Dakar qui gardent la place de favoris aux yeux du journaliste sportif Mor Bassine Niang du quotidien Record. On l'écoute. Chez les garçons, il y a l'AS Douane qui est champion en titre, qui a réalisé l'année dernière le doublé Coupe et Championnat. Et c'est l'équipe qui va représenter le Sénégal à la Basketball African League. Donc c'est l'AS Douane qui est, à mon avis, favorite pour le titre de champion. Derrière, il y aura sûrement des équipes comme le Dakar University Club qui a disputé l'année dernière 2 finales nationales, championnat et Coupe du Sénégal, perdu devant l'AS Douane. Donc il y aura le Duc, il y aura des équipes comme Saint-Louis Basket. Chez les dames, il y aura l'AS Ville de Dakar qui est championne du Sénégal en titre, qui a réussi le doublé l'année dernière, Coupe du Sénégal et championnat. Il y aura aussi des équipes comme le Dakar University Club qui a un nouveau coach, de nouvelles joueuses. Il y aura l'équipe de l'Iseg Sport qui s'est renforcée pratiquement sur toutes les lignes. Il y a Ndaï Sen qui a signé là-bas, les Khadija Toudja. Il y aura évidemment Saint-Louis Basket Club qui joue chaque année les grands rôles dans ce championnat. Je peux dire depuis 10 ans, Saint-Louis Basket dispute au moins une demi-finale ou bien une finale par saison. Donc il y aura ces 4 équipes-là. Il y aura ces 4 équipes. Bien entendu, il y aura le Djarab, Jeanne d'Arc, Débolog, mais aussi l'Asfo qui a fait une excellente saison l'année dernière. À mon avis, ce sera un championnat du niveau des garçons ou bien des filles très relevé cette année.
À l'instant donc, le dernier élément de cette page des sports, Binta. Merci beaucoup, cher Tidiane.